Nous recevons ce matin Florian Philippot, président des Patriotes. Bonjour Florian Bonjour. Philippot. Alors hier soir, il y avait une émission politique sur France 2 avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu, notamment son débat avec Christophe Castaner. C'était un Mélenchon un peu énervé. Je ne sais pas si ça vous a fait penser à Marine Le Pen dans le fameux débat face à Emmanuel Macron. Il y avait quelques petits points communs, semble-t-il. On n'était pas tout à fait sur le même registre, mais à plusieurs reprises dans l'émission, je crois qu'il était assez énervé, oui. Parce qu'à mon avis, c'est un trait de caractère qu'il devrait corriger. Mais je ne sais pas si ça se corrige. C'est peut-être vraiment... Est-ce que c'est le naturel qui revient au galop ? Oui, très certainement. Mais bon, au-delà de ça, au-delà de cela, ce qui m'a paru le plus choquant dans ce qu'a dit... oui, choquant, on peut le dire. Dans ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est cette incapacité à prendre ses distances avec la députée Obono. Voilà, sur des propos, des pensées, des réflexions qu'elle a eues sur l'islamisme ou bien l'histoire des stages racisés, etc. Ou semble-t-il qu'il a un désaccord avec elle, puisqu'ils s'en sont même expliqués. Oui, mais il faut le dire clairement. Mais il ne le dit pas clairement. Alors là, on attend de quelqu'un qui se situe clairement dans le champ républicain une clarté totale d'expression. Voilà. Alors on ne l'a pas. Il y a une ambiguïté, dont il n'arrive pas à sortir. Dont il ne sort pas. Et ce qui est tout à fait surprenant, mais ça signifie qu'il y a au sein de la France insoumise une vraie ambiguïté sur ces sujets-là, ce qui est dramatique. Voilà. Or, je sais que beaucoup des électeurs ou sympathisants de la France insoumise ne sont pas sur cette ligne-là. Que eux sont clairement pour qu'on lutte contre le fondamentalisme islamiste, qu'on refuse les dérives communautaristes insensées. Et voilà. Et je crois que ça. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça c'est pas si petit que cela, mais ce sont des éléments comme cela qui plombent. À mon sens, la France insoumise. Je ne parle pas non plus du manque de clarté sur l'Union européenne, mais alors là, c'est devenu le sort général de la classe politique française, peut-être à part nous, et peut-être à part Macron qui lui assume être ultra-européiste. Il parle de sortir des traités, oui, Jean-Luc Mélenchon. Bon, ça ne veut rien dire tout cela. Il faut arrêter avec cette soupe en permanence sur l'Union européenne. Et sortir des traités, il ne le disait pas forcément pendant la campagne présidentielle. Si, je crois qu'il avait exactement cette expression-là déjà justement. Mais clairement, nous sommes pour un Frexit, l'article 50, un Frexit organisé, parce qu'il faut le faire avec méthode et les traités prévoient 2 ans. Mais voyez, on est pour l'indépendance nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour la solitude incroyable de la France. On est pour des relations d'amitié, de coopération et d'échange évidemment avec les nations d'Europe et du monde entier d'ailleurs. Mais on est pour que la France soit un pays libre. Parce que sinon, on est dans une situation où même le président de la République ne peut plus interdire un herbicide. Vous voyez où on en est quand même. Donc ne lui demandons pas de réduire le chômage ou de régler les problèmes de terrorisme ou d'inégalité ou de terrorisme islamiste s'il n'est même pas en capacité d'interdire un herbicide dans son propre pays, ce qui est quand même dramatique. Alors à côté de cela, on a la soupe qui est en train de se répandre sur toute la classe politique française, peut-être parce que les européennes arrivent, et on n'a aucune clarté sur l'Union européenne, ni la France insoumise, ni le Front National, ni rien. Ils nous disent tous on va réformer l'Europe de l'intérieur. Réformer de l'intérieur. Ça fait 40 ans qu'on dit ça aux Français, c'est un mensonge. Alors les européennes, justement, donc juin 2019, pour vous, dont vos patriotes ont 2 mois d'existence, maintenant, pour vous, ça va être un vrai premier test électoral. Vous êtes favorable, vous l'avez dit, aux listes nationales, et on peut imaginer que vous serez tête de liste d'une liste Les Patriotes à ces élections de mai-juin 2019. Oui, les listes nationales sont beaucoup plus claires, donc on y était favorable, tant mieux si elles sont rétablies. Elles permettent une meilleure visibilité pour les électeurs, une vraie campagne. Une lisibilité, une visibilité, et puis on élit clairement des députés français au Parlement européen et non plus des députés de l'Est, de région, l'Ouest, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Bon, ça c'est très bien. Ensuite, oui, nous irons bien sûr aux européennes, les patriotes seront bien sûr présents, et si ma formation politique me fait confiance, j'ai vocation à être tête de liste, mais comme président du mouvement. Mais pour le reste, nous aurons une position claire, et nous aurons un objectif très clair. Parmi toutes les forces qui critiquent l'Union européenne, nous avons l'ambition d'être en tête. Voilà. L'ambition d'être en tête parce que nous serons clairs. Et nous ne serons pas là... C'est-à-dire d'être devant Nicolas Dupont-Aignan s'il fait une liste, et bien sûr devant le Front National. Ou la France insoumise, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas totalement alignés sur le discours européiste, c'est-à-dire quand même beaucoup dans la classe politique française, nous avons l'ambition d'être en tête pour porter une voix claire au Parlement européen qui n'est pas celle qui forcément trahira, puisque si on n'est pas clair, alors pour moi on trahit. Je crois que les choses sont assez évidentes. Si on n'est pas capable de dire ce qu'on veut faire, si on n'est pas capable de concevoir ce qu'on veut faire de l'euro, ce qu'on veut faire de l'Union européenne, des grands traités, des frontières, etc., alors on ne fera rien en réalité derrière. Nous on sera clair, on sera pour le Frexit, on sera pour l'indépendance nationale, et nous porterons ce message.
Mais le Front National existe. Peut-être qu'on est les seuls souverainistes finalement dans la classe politique française, les seuls vrais souverainistes. On ne sait pas quel sera le discours exact du Front National, qui continuera de critiquer l'Union européenne tout en disant qu'on peut peut-être la modifier. Ça n'est pas si facile de renverser. Enfin, vous connaissez de l'intérieur la machine du Front National. C'est quand même un sacré pari de dire on veut être devant. C'est qui tout double pour vous, cette affaire? Mais c'est un objectif, si vous voulez, logique, mais je dirais presque secondaire par rapport au premier objectif qui est de porter une voix claire pour la France et pour les Français. Et ça doit se traduire par une position devant, parce que, pas simplement par rapport au Front National, je dis par rapport aux forces qui se disent critiques, et qui le sont peut-être de moins en moins d'ailleurs, puisqu'on voit qu'au sein du Front National, il y a une de leurs députées, Madame Ménard, qui maintenant fait l'éloge du drapeau européen. Tout à fait même nouveau si elle n'est pas discours. tout à fait Front National, mais enfin elle. Front National ne l'a pas récusé, bon. Et elle-même n'a pas récusé le Front National. Bon, ben, voilà, donc les choses sont quand même en train d'évoluer, pour moi, dans le mauvais sens les concernant. Or, je pense que parmi le peuple français, il y a une majorité de Français qui sont attachés à leur pays, qui ne supportent pas que ce soit des gens non élus qui décident, qui leur imposent l'immigration massive ou la loi travail ou le reste. Est-ce que l'un empêche forcément l'autre? C'est-à-dire on peut imaginer que des gens qui sont pro-européens sont quand même attachés à leur pays. Enfin, on peut l'espérer en tout cas. Peut-être sont-ils attachés au fond d'eux-mêmes à leur pays, mais moi je suis désolé, quand vous êtes attaché à votre pays, si vous êtes attaché à quelqu'un, vous ne souhaitez pas qu'il finisse ses jours entravé ou en prison ou incapable de s'épanouir. Or la France aujourd'hui ne peut pas s'épanouir. Elle est dans un système qui, par définition, en tout domaine, ce n'est pas simplement l'économie. On voit là les ravages sur l'économie avec la délocalisation. Je crois qu'il y a une grève aujourd'hui. Des emplois de service maintenant chez Castorama, chez Brico Dépôt, qui partent en Pologne. 500 emplois qui partent en Pologne. Ça, c'est une des conséquences de l'ouverture totale des frontières et de la circulation libre des capitaux au sein de l'Union européenne. Mais il n'y a pas que cela. Il y a maintenant des conséquences écologiques, glyphosate et tant d'autres choses. Les OGM, conséquences sur l'immigration. On ne peut pas se défaire de cette politique laxiste. Et ça, il va falloir l'expliquer. Puis par principe, moi, je suis un démocrate. Alors, je n'aime pas que l'on vote pour rien. Or, ça fait des années qu'on vote pour rien, en réalité. Et c'est peut-être le grand malentendu entre les citoyens français et leurs dirigeants, c'est que les citoyens français votent pour rien. Ils votent pour des gens qui n'ont pas le pouvoir. C'est votre discours aussi sur Notre-Dame-des-Landes. Vous dites, je suis opposé au nouvel aéroport, mais il faut respecter la décision des gens qui ont voté et qui ont voté oui. Je suis obligé de rappeler qu'il y a eu un référendum local. Parce qu'il va y avoir une décision dans les jours qui viennent. Je crois que 56% des habitants ont dit on veut Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'étais contre. Mais je ne respecte pas simplement les référendums quand ils vont dans mon sens. Je m'aligne sur le résultat. Si vraiment on veut tout revoir, il faut reconvoquer un référendum, parallélisme des formes. Je ne vois pas d'autre solution. Pour revenir aux européennes, quand je disais c'est qui tout double, qu'est-ce qui se passe si vous faites 4%? Si on fait 4%, c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on sera à 1% d'avoir des élus. Ce sera effectivement une barre de 5% pour avoir des élus. On ne sera pas très heureux, mais l'objectif, c'est qu'on ne fasse pas 4%. Vous ne craignez pas ce scénario-là? Non, je ne crains pas du tout ce scénario, parce que je sais qu'il y a dans le peuple français, j'en suis intimement persuadé, on est quand même un vieux peuple, on est quand même un grand peuple, un peuple libre. D'ailleurs, la dernière fois qu'il s'est vraiment exprimé sur l'Union européenne, il a dit non. Il a dit non. Ça n'a pas été respecté. En 2005. Mais c'était la dernière fois. Alors que tout le monde pronostiquait le oui massif, encore 3 mois avant. Donc moi, je suis persuadé qu'il y a une majorité en France pour une coopération entre les nations libres. Mais pas le système de l'Union européenne et pas les fausses promesses où on prend les gens pour des imbéciles. Parce que c'est prendre les gens pour des imbéciles que de leur dire on va réformer de l'intérieur, on peut changer les choses sans rien changer. Ça, c'est fini, ça n'est pas possible, il faut de la clarté. C'est tout ou rien. Macron a de la clarté, lui il veut même une armée européenne et puis tout le reste, le budget de la zone euro, c'est-à-dire les transferts massifs de compétences, de souveraineté et d'argent. Et nous, on croit en la France. Ça va être une belle campagne. On ne la fait pas maintenant, on en parle un peu tôt d'ailleurs, mais ce sera une belle campagne. C'est dans 1 an et demi. Bien sûr, ce sera une belle campagne de confiance en la France, une campagne positive. Et vous dites qu'il y a Macron on va remettre de la confiance en la France dans la tête des gens. Et vous de l'autre. C'est un peu ce que vous nous dites là. Non, parce que je ne se positionne pas comme ça, mais du point de vue des idées, sur la polarisation des idées, oui. Sur la polarisation des idées, oui. Il est sur une ligne antinationale, nous sommes sur une ligne patriote, ouverte, généreuse, mais une ligne et un projet politique qui aime profondément la France, qui respecte la France comme un pays libre. Sur un tout autre sujet, j'ai eu l'impression ces derniers jours que vous preniez vos distances avec Donald Trump, notamment sur sa politique étrangère. Vous pensez qu'il fait fausse route, notamment sur la Corée du Nord? J'avais déjà analysé il y a quelque temps des choses qui n'allaient pas dans le bon sens. À vrai dire, alors peut-être qu'on n'a pas assez
de recul encore, mais je trouve que sa politique généralement étrangère est brouillonne. Autant sa politique industrielle me semble produire de bons effets, c'est le protectionnisme, la relocalisation de l'emploi, on doit s'en inspirer. Autant la politique étrangère me paraît brouillonne, voire dangereuse ou presque irresponsable sur la Corée du Nord. Le côté va-t-en-guerre. Oui, alors que la Corée du Nord n'attend que cela, d'être le meilleur ennemi des États-Unis. Donc là, on entre dans une escalade. Il y a un vrai risque selon vous ? Il y a toujours un risque. On avait l'impression que c'était un peu que la force de dissuasion faisait justement que le risque était bien sûr, on peut le voir. De zéro. On peut voir la force de dissuasion comme justement une condition de la paix. Elle est faite pour ça. Et on se dit, quand on regarde la guerre froide, on a quand même traversé la guerre froide sans finalement qu'il y ait eu, alors même si ça a été très chaud à certains moments, à Cuba et d'autres, finalement on a évité cela et peut-être même que ça a permis la paix. Mais attention quand même à ce que les propos n'entraînent pas des situations compliquées. Sur la Corée du Nord, il y a un interlocuteur, un médiateur évident, c'est la Chine. C'est peut-être elle seule qui a les clés. Merci beaucoup Florian Philippot, bonne journée.